Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. L'action Facebook, l'action Meta est en train de se faire laminer, défoncer par tous les opérateurs. Je crois qu'on est sur du moins 75% depuis les derniers plus hauts, donc moins 75% en l'espace de quelques mois. C'est quand même quelque chose de significatif. Le potentiel de baisse, il y en a encore sur l'action Meta, mais je vais vous partager tout simplement ma vision des choses, ma vision de ce que, du pourquoi, du comment Zuckerberg il est en train de changer de business model. Pourquoi c'est de mon point de vue quelque chose, un mouvement qui est très risqué mais absolument smart, mais d'une façon où il pourrait disrupter tout le marché, mais tout le marché de la techno. Apple pourrait se retrouver à la cave en l'espace de quelques mois. Ce serait, voilà, il est en train d'ouvrir la porte à une nouvelle façon de consommer et de vivre, tout comme Apple l'a fait avec l'iPhone et tout comme d'ailleurs Facebook l'a fait avec sa plateforme en ouvrant la voie aux réseaux sociaux. Zuckerberg est en train de faire quelque chose de massif, un gros move. Il est en train d'investir tout son cash en recherche et développement sur un domaine qui est extrêmement risqué, et je vais vous expliquer, enfin qui est risqué mais qui derrière l'asymétrie positive est absolument gigantesque, et je vais tout simplement vous montrer ce qu'il faut regarder et suivre pour pouvoir éventuellement prendre position sur l'action Meta au cours des prochains trimestres, au cours des prochains mois même, pour pouvoir tout simplement faire un petit pari en mode Bitcoin, en mode loto, en mode ce que vous voulez. En tout cas, voilà, si l'action Meta et le discours que moi c'est ce que j'ai vécu en achetant un casque Oculus 2, je vais vous le partager en deuxième partie de vidéo parce que ça m'a fait un choc comme j'en ai rarement eu dans ma vie. J'ai vraiment eu l'impression de voir le futur. C'était au mois de juin de l'année dernière et ça m'a vraiment bouleversé. Je me rappelle, j'ai une semaine pendant laquelle j'ai fait que du métaverse et j'étais bouleversé. Donc si vous achetez un casque Meta, vous vivez la même chose que moi et que vous êtes intéressé pour timer un petit investissement sur l'action Meta, chose que moi-même ça m'intéresse beaucoup ce pari. Je vais vous dire comment s'y prendre en deuxième partie de vidéo. On va faire aussi un petit point sur les valeurs techno, ce qui s'est passé sur le Dow Jones pendant l'implosion des valeurs technologiques entre 2000 et 2002 et ce qui est en train de se passer sur le Dow Jones maintenant, et on va comparer ça avec ce qui s'est passé sur le Nasdaq et ce qui est en train de se passer sur le Nasdaq maintenant. Donc c'est une vidéo qui va être extrêmement informative, qui devrait vous apprendre pas mal de choses. Je vais aussi parler de l'outil analyse technique, comment l'utiliser à la fois quand on a vous le verrez que l'action Meta une envie, une vision de marché, quelque chose qui relève beaucoup plus de l'analyse fondamentale ou d'une croyance, et comment on peut timer cette croyance avec l'analyse technique et aussi, enfin bref, je vais vous en parler, je reste pas plus longtemps dessus, c'est parti. Analyse du Bitcoin, du contrat Bitcoin. Donc comme chaque semaine je le rappelle, c'est le contrat futurs, donc c'est pas les mêmes chiffres que vous voyez, mais c'est exactement la même structure de prix, les mêmes fluctuations. Donc alors cette semaine on va partir sur l'hebdomadaire, puisque c'est là-dessus qu'on a vraiment la grande image cyclique sur le Bitcoin. Alors je vais cacher les bandes de Bollinger. Ok, donc vous voyez la structure des prix auquel on s'attend, c'est toujours cette partie de ping-pong ici, entre bas, haut, on latéralise, consensus de marché, finit la panique, la régulation a été faite suite au bear market et on casserait par le haut pour avoir un nouveau storytelling sur une nouvelle narrative sur le marché des cryptos. Donc ça c'est le scénario que je juge extrêmement pertinent, puisque en moyenne, un bear market sur les cryptos, sur le Bitcoin, c'est moins 80% et on l'a effectué. Et là, on a les niveaux de support ici qui commencent à bien servir. Donc là, ce qui était assez intéressant de voir, c'est que on a eu un gros break de la volatilité ici à très court terme. Donc là, j'avais titré une vidéo disant on s'attend à ce qu'il y ait un move sur le Bitcoin et plus vers le haut que vers le bas, puisque on voyait, mon scénario était une latéralisation des prix avant qu'on puisse partir sur une recovery, un nouveau bull market. Donc en journalier, on voit ici qu'on a ce canal baissier qui a été cassé pendant le breakout ici. Je vais vous afficher les bandes de Bollinger. Vous voyez que là, on avait un break de la volatilité qui était absolument hors du commun. Je veux dire là, depuis pas mal d'années, il y en a eu un ici, break de volatilité aussi fort qu'ici. Là, on était en pleine dynamique baissière. Donc,
Quand on a cassé, bah boum, hein, ça a accentué la baisse. Et là, vous voyez, on est en train de, c'est en train d'être annonciateur de potentiellement sortie de canal baissier et potentiellement soit la construction d'une large base, soit un nouveau bull market qui s'inscrit de toute façon dans le cadre d'une construction de large base. Alors, large base, ce serait quelque chose comme ceci avec, voilà, une large base, c'est ça, et puis bim, bull market. Donc voilà, ça pour le moment, c'est le scénario que je suis assez, je suis un optimiste hein, de base. Je suis pas un euphorique, je suis un optimiste. J'ai tendance à croire que les actions vont monter sur le long terme, puisque l'humain va se développer et toujours trouver des solutions à ses problèmes, chose qu'il a toujours fait, c'est inscrit dans nos gènes, dans notre ADN. Que toutes les problématiques crypto actuelles que le monde des cryptos est en train de rencontrer seront résolus et que tous les entrepreneurs trouveront eh bien des solutions, tout comme ça a été le cas dans un nombre incalculable de thématiques dont a fait face l'homme à travers les siècles passés. Les cryptos, c'est juste une thématique parmi tant d'autres. Le métaverse, j'en parlerai à la fin de cette vidéo, je veux pas mal vous en parler d'ailleurs, est une autre thématique. On trouvera des solutions et ça va révolutionner le monde de demain. Donc voilà, de mon point de vue, hein, le bear market qu'on a vécu est simplement une baisse dans l'histoire du marché des cryptos. Il va bien falloir que ça reparte, hein, sauf si tout le monde se met à abandonner les cryptos, chose qui n'est pas du tout dans la logique des entrepreneurs. Ils sont plutôt en train de créer des nouveaux outils, des nouvelles réglementations, voilà, le monde des cryptos a vraiment de belles années devant lui. Donc, pour le moment, le Bitcoin est quand même un gros indicateur de ce marché-là. Donc, voilà, j'ai tendance à voir ce scénario se mettre en place beaucoup plus que celui de la continuation d'un bear market. En tout cas, vous le savez, bear market, c'est si on casse le support, à nouveau on retombe dans le bear market. Et bull market, il faut qu'on latéralise pendant pas mal de temps, qu'on casse par le haut et puis boum, on pourra dire qu'on est dans un bull market. Alors, je vais peut-être effacer toutes ces lignes là parce que peut-être qu'elles sont un petit peu elles vous empêchent de bien voir hein, le scénario que j'essaie de vous partager, mais il est assez simple hein, ce scénario et là on s'inscrit en plein dedans. Allez, ça faisait longtemps que j'avais pas analysé le silver parce qu'il se passait pas grand chose. Le silver était comme sur la dernière analyse que j'ai dû faire il y a plusieurs semaines ou même 1 ou 2 mois, était en train de travailler le support. Donc vous voyez, un gros bear market, on a dessiné cette large base ici entre 2014 et puis le breakout de juillet 2020. Donc là, on est rentré dans un nouveau cycle de hausse hein, potentiellement. Et là, vous voyez, on a eu un excès à quoi? On a eu un excès en l'espace de... on est sur du mensuel. 1-2 mois. Cet excès, il a mis pas mal de temps, il a mis 1 année, 2 années, 3 années à se corriger. On a le test ici de cette zone de support. Donc là, reste à savoir, est-ce que le support tient ou pas? Est-ce que s'il tient, à ce moment-là, on observe un point d'inflexion sur ces niveaux-là et on peut repartir dans un cycle haussier sur le silver. Et s'il ne tient pas, après, ce sera tout simplement une autre zone de support, mais à ce moment-là, on sort de la logique d'un nouveau cycle de bull market sur le silver et on retourne dans un cycle de range, d'un range de latéralisation. Donc là, pour le moment, on est toujours dans la logique du cycle de bull market tant que cette zone de support tient et le deuxième support, celui-ci là, n'est pas encore à l'ordre du jour. Et ce qui s'est passé cette semaine, hop, je descends d'une unité de temps, je vais en hebdomadaire. On le voit ici, on a un point d'inflexion. On a une séquence de retournement qui est en train de se mettre en place. On a ce qu'on pourrait appeler une épaule, tête, épaule qui est inversée. Bon, on pourrait appeler ça aussi un triangle. Certains pourraient appeler ça un triple bottom. Donc, on teste 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le plus important dans tout ça, quel que soit le nom exact que l'on met sur cette structure, c'est qu'elle arrive sur, on l'a vu, un support historique, qu'on a un pivot qui est correctement déterminé et que là, il va falloir le casser ce pivot. Donc là, on a eu une semaine de forte hausse sur le silver. On a clôturé légèrement au-dessus du pivot. C'est pas suffisant. Il va falloir qu'on le défonce, ce pivot, clairement. Il va falloir qu'on fasse une belle clôture au-dessus et ensuite que les cours commencent à repartir vers le nord pour qu'on puisse se dire, OK, en mensuel, le support
est censé être sauvé et on peut repartir dans un cycle de hausse sur le silver. Allez, analyse rapide de l'or coté en euros. Donc on est toujours sur le mensuel, hein. On voit, on est dans un bull market, hein, sur cette classe d'actifs. On a ici, hein, le mois d'octobre qui était baissier, mais on est simplement pour le moment en train de latéraliser, hein, dans un mouvement de hausse, hein. Donc vous voyez, ce sont toujours des marches d'escalier, hein, dans les cycles haussiers. Des fois on a des petites marches d'escalier comme ça a été le cas ici, hein, septembre 2019 jusqu'à décembre 2019. Des fois, ce sont des plus grandes marches d'escalier, hein, comme ça a été le cas ici entre novembre 2020 et janvier 2022. Pourquoi? Parce que on faisait une marche d'escalier suite à on avait fait une grande envolée, on stabilise. Et là, actuellement, on est sur la matérialisation d'une petite marche d'escalier potentielle tout au sein de ce marché haussier. Donc là, en hebdomadaire, cette semaine, que s'est-il passé sur l'or coté en euros? On a toujours, hein, donc là c'est un zoom, hein. Je vous rappelle que le mensuel, ce que vous voyez ici, là, quand je passe sur l'unité de temps inférieure, en hebdomadaire, c'est un zoom ici. Voilà, et là on a un espèce de triangle qui est en train de se construire. Là ici on a le bas du triangle, donc on est en train de rebondir potentiellement sur le bas du triangle. Donc j'ai un petit peu ajusté. La semaine dernière on pouvait se dire attention, breakout vers le bas. Donc si ça valide, on va aller jusqu'ici. Là on voit on est en train de bien rebondir. Donc tout simplement on ajuste, hein. Le chartisme c'est ça, hein. On s'ajuste au paysage boursier. Donc là potentiellement on est en train d'effectuer le rebond. Et ça voudrait dire qu'éventuellement, on a, voilà, le triangle qui est toujours en construction, ici, sur l'or coté en euros. Analyse du SP500, donc en hebdomadaire, on a bloqué ici, hein, sur la bande de Bollinger, sur la moyenne mobile à 20 semaines. Donc vous voyez, hein, une semaine de baisse. Sur le point dur, on a un deuxième point dur que je vous avais dessiné, hein, au cours des dernières semaines, qui est la bande de Bollinger supérieure, hein. J'ai simplement dessiné et prolongé dans le scénario, qui est un scénario, hein, de continuation de tendance baissière, lié notamment en mensuel, hein, je le rappelle, à ce signal de top départ de bear market qu'on a eu une fois ici en février 2001, une fois ici en juin 2008, et puis une fois ici, hein, en septembre 2022. Donc là, on a le signal de top départ. Tant qu'on revient clôturer au-dessus, ça invalide. Tant qu'on reviendra clôturer en dessous, ça relancera le signal de top départ. Donc voilà, là, c'est en train de se chercher, hein. Donc on l'a eu ici, septembre, top départ. Octobre, invalidation momentanée. Ça veut dire simplement que là, on est en train de se chercher. On ne sait pas si c'est une partie de ping-pong et on revient chercher la bande de Bollinger supérieure, ou si c'est simplement une petite pause et puis le mois prochain, donc novembre ou décembre, on revient clôturer en dessous et là, boum, grosse dégringolade. Mais en tout cas, voilà, le signal de top départ de bear market, hein, en mensuel, il faut vraiment pas le prendre à la légère. Quand ça se lance, ça veut dire que la gravité est en train de se retourner. C'est un petit peu comme si, voilà, on lançait une balle en l'air et que, à un moment donné, elle s'arrêtait et puis, elle se remettait à descendre. Là, elle est en train de, là, en gros, la balle, on l'a lancée en l'air et elle commence à redescendre. Donc là, c'est vraiment des signaux qu'il faut pas négliger, et donc on suit ça de près, notamment avec les unités de temps inférieures et surtout l'hebdomadaire. Donc je vous rappelle, hein, le scénario à court terme, hein, sur les prochaines semaines, là on a atteint un premier point dur, on a peut-être un excès qui peut se mettre en place avec un deuxième point dur qui sera le prolongement de la bande de Bollinger supérieure, hein. Donc ça c'est ce qu'on appelle la résistance dynamique. Donc si on a un nouvel excès, boum, on ira chercher ces niveaux-là. Mais à court terme, ça me semble être, hein, sur les prochaines semaines, le max. Donc voilà, le scénario, on va dire que c'est retrace. Et si on a des bonnes nouvelles, hop, on pourra éventuellement aller chercher l'eau de la bande de Bollinger supérieure en hebdomadaire, et après il faudra, voilà, il va falloir construire, hein, si on n'est pas dans un bear market, un énorme point d'inflexion, donc un énorme double creux. Donc le premier creux, le deuxième creux, il faudra aller le construire sur ces niveaux-là, stabiliser la volatilité latéralement et ensuite casser, hein, la zone des 431 points qui est visible, hein, sur le SPY, pour voir un nouveau bull market. On est très 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 loin de ce scénario pour le moment. Le scénario reste pessimiste, le scénario reste plutôt de, voilà, on est sur un rebond de bear market qui a été enclenché en mensuel, et si on repart sous les 360 points, là la correction, hein, c'est là, hein, clairement, moins 40% depuis les niveaux actuels, hein.
un bon moins 40, moins 30, moins 40%, ça, ce sera quelque chose qui serait assez sain. Je vous rappelle que voilà, c'est tout simplement les niveaux de support du Covid, hein, moins 35, moins 40. Et si on passe sur du trimestriel, eh bien, c'est tout simplement une latéralisation, hein, un petit peu comme ce qu'on a eu entre 2000 et 2013. Hein, donc, on a eu 15 années, grosso modo, hein, de marché en range avec un bear market, un bull market, un bear market, un bull market. Et derrière, on a cassé le range par le haut. Bah, là, on repartirait sur ce scénario-là. Hein. Si là, le signal en mensuel qu'on a vécu, c'est le bon, bah, on est parti pour, voilà, pour un gros séquençage. Comme ça, quelque chose qui ressemblera à ça. Et ça permettrait de repricer correctement les actifs financiers, notamment toutes les actions cotées en bourse qui ont connu, notamment les valeurs technologiques, hein, qui ont connu des gros excès. Bah, ce séquençage permettrait de repricer correctement les PER de toutes ces boîtes, de toutes ces entreprises. Donc la remarque qu'on peut faire, c'est que sur le Dow Jones Industrial Average, pendant la dernière bulle, hein, des valeurs technologiques, hein, qui était ici, hein, en 2000, le bear market avait été relativement faible, hein, moins 35% entre le haut et le bas, tout simplement parce que les actifs du Dow Jones, le Dow Jones n'était pas représenté majoritairement par des valeurs technologiques, alors même que le Nasdaq, lui, il avait retrace de... alors, où il est le Nasdaq? Il est là. Donc sur cette même période, hein, le Nasdaq, lui, avait fait une retrace de l'ordre de, voilà, moins 85%. Donc là, on est dans une situation qui est relativement similaire, à savoir, bah, le Nasdaq a très 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 fortement monté et on a eu des boîtes, hein, qui sont cotées à des niveaux pas possibles. Donc là, la retrace, hein, elle devrait être voilà, de l'ordre de quelque chose qui ressemble un petit peu à l'implosion de la valeur technologique des années 2000, hein, où on renormalise, hein, les valorisations des boîtes technologiques. Mais comme sur le Dow Jones, donc si vous avez toutes les actions qui sont correctement pricées de type value, donc tout ce qui est coté sur le Dow Jones, en principe, la casse, si on rentre vraiment dans un bear market, la casse devrait être relativement limitée, hein, tout comme on l'avait vécu en 2000, entre 2000 et 2002. Vous voyez, on avait vécu un moins 35%. Bah là, potentiellement, voilà, on pourrait vivre, hein, pareil, un moins 35% entre le haut qu'on a connu en début d'année et le bas qu'on pourrait connaître si on a un bear market courant d'année 2023-2024. Donc voilà, c'est un petit peu pour resituer la situation. Donc oui, bear market potentiel sur les valeurs technologiques. On va le voir d'ailleurs juste après. On va analyser rapidement ce qui est en train de se passer sur Meta, Amazon, Microsoft. Bref, on va faire un petit tour des valeurs techno et voir que bah, elles étaient extrêmement surpricées et que là on est en train d'assister à tout simplement une normalisation, hein, de ces valorisations et que ce n'est pas le cas sur les grosses valeurs value qui ont été relativement délaissées pendant le dernier bear market, hein, bull market qui a débuté après la crise des subprimes. Et donc du coup bah forcément, hein, quand on est dans une situation de stress économique, bah, les valorisations qui ne sont pas trop survalorisées, bah, elles ne vont pas trop décoter, ce qui est le cas, hein, pour toutes les boîtes de type Dow Jones, hein, c'est-à-dire du value investing ou des valeurs qui arrivent à générer du cash sans faire trop appel à l'endettement et aux valorisations des profits futurs liés au modèle de discount cash flow. C'est les modèles qu'utilisent, hein, tous les investisseurs pour pricer dans le futur les valeurs techno qui font beaucoup de croissance. Alors, dans l'analyse des grosses valeurs technologiques qui étaient très prometteuses et où, bah, grosso modo, la majorité des investisseurs ne voyaient, il y a encore que 2 ou 3 trimestres, que de la croissance, eh bien, l'action Facebook, hein, donc renommée Meta pour Metaverse, on voit qu'elle s'est pris une bonne tollée. Alors, on est passé entre le plus haut et maintenant un moins 77%. Alors, il faut savoir que Facebook, hein, c'est un petit peu comme JCDecaux, hein. Grosso modo, le business model, en tout cas passé de l'entreprise Facebook, c'était simplement d'afficher de la pub, hein. Donc voilà, les gens se connectent sur les plateformes détenues par Meta, hein, donc Facebook, où ils voulaient commercialiser, enfin monétiser WhatsApp et compagnie. Bref,
Leur business model, la cash machine a toujours été celle d'afficher des pubs, sauf que bah, forcément, hein, tous les 2-3 ans, les comportements de consommation et d'attention évoluent et puis bah, les gens passent de moins en moins de temps sur Facebook et déportent leur attention sur d'autres médias. Donc bah, le gros pari hein, qu'on connaît tous de Zuckerberg, c'est le métaverse. Alors pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, moi-même je ne savais pas ce que c'est. Je comprenais pas le concept jusqu'à ce que j'achète un casque Oculus Quest 2, donc c'était au mois de juin. Et littéralement, j'ai eu un choc comme j'en ai eu rarement dans ma vie. À partir du moment où vous commencez à mettre ce truc sur vous et que vous commencez à jouer à différents jeux vidéo, à utiliser les applications, vous vous rendez compte qu'en fait, tout le hardware que vous possédez, donc que ce soit un téléphone, une montre, un ordinateur, des écrans d'ordinateur, une télé, ça n'a plus aucun sens. À partir du moment où vous mettez ce truc-là sur vos yeux, vous pouvez être dans vos toilettes et avoir littéralement une station de trading avec 10 écrans autour de vous que vous manipulez comme ça et vous pouvez trader dans vos toilettes. Vous pouvez être dans une maison qui vaudrait, je sais pas moi, 150 millions d'euros. Eh bien, vous l'avez chez vous là, hop, vous pouvez vous balader comme ça et passer littéralement vos journées dans votre maison à 150 millions d'euros alors que même vous êtes, je sais pas moi, dans une boîte de conserve en région parisienne. Et en fait, ça ouvre le champ des possible à énormément de choses. Je sais pas, votre grand-mère ne peut pas passer Noël avec vous en famille. Bah dans le métaverse, il y a des capteurs, je sais pas, dans votre salon. Et puis, elle est assise à votre table, un petit peu comme si vous étiez dans le monde réel. Vous voyez son hologramme, vous, dans le monde réel. Il y a une retranscription. Elle participe au dîner de famille, etc. Alors, certainement, elle n'a pas la nourriture, mais en tout cas, elle assiste à toutes les interactions et vous pouvez interagir avec elle. Le métaverse est une façon de faciliter les échanges, tout ce qui peut se passer dans le monde réel, tout ce qu'on voit en termes de limitation dans le monde réel n'existe pas dans le métaverse. Et à partir de ce moment-là, bah, effectivement, un iPhone, c'est quelque chose qui n'a plus aucun sens. Vous mettez, je sais pas moi, vos lunettes, alors là actuellement c'est des gros casques, hein, mais ça va évoluer. Et puis du coup, vous n'avez plus besoin d'iPhone. Hein. Littéralement, si on part sur ce concept-là, Apple... C'est un business model qui se limite juste à la tech de l'iPhone. À partir du moment où vous avez un casque sur la tête, vous n'avez plus du tout besoin d'iPhone. Vous faites tout en direct, vous avez vos lunettes, vous avez le monde réel. Hop, vous cliquez là, vous êtes dans le métaverse. Vous cliquez à nouveau, vous êtes dans ce qu'on appelle la réalité modifiée, la réalité augmentée. Donc vous êtes entre les deux mondes. Mais vous pouvez absolument tout manipuler avec vos mains sans avoir besoin de hardware. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez hallucinant. Vous souhaitez vous faire une séance de cinéma avec vos amis, vous n'avez pas de télé chez vous, vous mettez vos lunettes, vous voyez vos amis à droite et à gauche et vous vous projetez le film que vous avez souhaité ou que vous louez. Et ça, c'est possible déjà, ça existe déjà. Hein, toutes les applications qui sont assez facile à implémenter existe déjà avec le casque Oculus 2, le Quest. Et le jour où vous testez ce truc-là et vous passez quelques heures à essayer de voir un petit peu les possibilités de ce casque, vous prenez un énorme choc et vous comprenez ce qu'implique le métaverse. Donc Zuckerberg, il est en plein dedans, il est en train de développer toute la tech, il dépense tout en recherche et développement pour construire ce nouveau monde dont il aura en principe le monopole si ça marche. Le problème actuel, c'est est-ce que les investisseurs sont prêts à faire le pari de ça va marcher ou pas? Il faut savoir que l'ADN de Zuckerberg, c'est l'opposé de l'ADN d'un Jeff Bezos. Jeff Bezos, il va investir dans plein de trucs différents et puis dès qu'il y en a un qui marche, il va investir de plus en plus là-dessus, un petit peu comme le modèle AWS, donc tout ce qui est cloud chez Amazon, c'était surtout là-dessus qu'ils faisaient leur grosse source de profit, hein. Donc ils proposent des serveurs pour Netflix, pour tout un tas de grosses entreprises à travers le monde. Et leur business model, leur machine à cash a été très longtemps pour Amazon et là encore ce service de cloud. Et bien pour Facebook, c'était les revenus publicitaires. Sauf que les revenus publicitaires, ils commencent à arriver à s'essouffler. Et
aucun investisseur n'est prêt à prendre le pari sur le fait que le métaverse va marcher parce qu'actuellement, le métaverse, c'est juste des dépenses en recherche et développement, mais zéro revenu. Et on ne sait pas du tout si le mass market va adopter cette nouvelle tech. Honnêtement, moi qui ai testé le Quest, je ne vois pas vers quoi d'autre le monde de demain pourrait s'orienter. Après, voilà, c'est un petit peu comme le monde des cryptos ou Internet dans les années 2000. C'est pas parce qu'il y a des grosses entreprises qui ont pignon sur rue et qui dépensent en recherche et développement que 10 années après, elles seront toujours... Hop là, c'est en train de couper. C'est pas parce qu'elles ont dépensé des gros billets en recherche et développement que 10 années après, elles seront toujours dans la partie, elles auront le monopole ou elles seront profitables. Donc c'est pour ça, en cela, de mon point de vue, que les investisseurs ils délaissent l'action Facebook, enfin l'action Meta, parce que le métaverse pour le moment c'est juste une chimère, c'est une utopie, c'est quelque chose qui pompe tout le cash de Meta, de l'action Meta, qui ne rapporte aucun argent, c'est un pari. C'est un pari, un monopari, focus, ultra focus en mode Zuckerberg. Donc d'un point de vue juste de l'analyse technique, ce qu'on voit, c'est que sur un graphe en trimestriel, on est sur une zone de support dynamique. Donc, potentiellement, là, on arrive à un endroit où tous les excès devraient commencer à se stabiliser. Donc, l'idée, pour tous ceux que ça intéresse, d'investir dans un futur utopique autour du métaverse, il va falloir attendre qu'on ait une structure de retournement sur les unités de temps inférieures. Et quand je dis inférieure, c'est pas forcément en mensuel, mais au moins en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, il va falloir qu'on assiste à une grosse structure de retournement dont je vais pouvoir vous dessiner un petit peu l'histoire, donc quelque chose qui ressemble à ça et qui soit cassé par le haut. Vous voyez que là, pour le moment, on en est très loin de cette structure de retournement et quand ça va se stabiliser, il y aura toujours cette possibilité que ça casse par le bas ou ça casse par le haut. Donc tous les investisseurs qui seraient susceptibles de s'intéresser à cette action, de mon point de vue, il va vraiment falloir attendre. Un petit peu comme sur le Bitcoin, une stabilisation, une latéralisation, donc un consensus de la part des investisseurs qui s'établissent autour d'un prix, puis après un catalyseur qui permettent de breaker à la hausse et qui permettent de relancer du momentum à la hausse sur cette action pour on va dire, tout le storytelling méta puisse s'impacter sur le prix de l'action. Vous voyez que là, on n'y est toujours pas. On est potentiellement, comme je vous l'ai dit, en trimestriel sur une zone de support dynamique, mais si ce support dynamique est pété, on peut aller beaucoup plus bas. Donc, je ne sais pas du tout comment tout cela va évoluer. Ça va vraiment être intimement lié à mon avis, à la monétisation du métaverse, si elle se fait rapidement ou pas rapidement. Voilà, dans les plans de Zuckerberg. En tout cas, si vous voulez suivre ce trade pour éventuellement mettre l'action Meta en portefeuille et profiter de cette nouvelle dynamique de l'entreprise, il va vraiment falloir attendre quand même plusieurs mois, le temps que ça latéralise et qu'on ait un break à la hausse avec un catalyseur, donc une grosse news de marché qui permet d'entrevoir une possibilité. Alors, il y a beaucoup d'investisseurs dans la valeur qui disent que l'action Meta, elle est sous-cotée parce que juste sur la base des revenus publicitaires, c'est une action qui devrait coter beaucoup plus, au moins 2 fois ce qu'elle cote. Potentiellement, mais voilà, c'est en cela que l'analyse technique est un outil qui est complémentaire, notamment à l'analyse fondamentale. À partir du moment où vous voulez analyser des entreprises qui ne sont pas dans des situations d'irrationalité extrême à la hausse, l'analyse technique est un bon complément à l'analyse fondamentale pour timer ces constructions de prise de position. Après, quand vous voulez faire purement des trades sur l'irrationalité extrême du marché, moi c'est ce que je fais depuis plus d'une décennie maintenant, c'est ce que j'apprends à faire aux élèves dans mon école et via le Swing Trading Daily que j'ai pratiqué pendant des années sur mon blog. Ce type d'analyse, ce type d'approche ne fonctionne que quand on a des actifs ou des classes d'actifs qui rentrent dans un état irrationnel de marché à la hausse. On n'a pas du tout ça en ce moment, donc on a zéro prise de position sur des actifs qui sont en irrationalité massive à la hausse. Et c'est ça la différence entre l'analyse technique basique qui permet simplement de capter un sentiment de marché et l'analyse technique appliquée à l'irrationalité des foules. Il faut qu'on ait une irrationalité des foules, il faut qu'on ait des mouvements qui sont extrêmes et à la hausse et que tout le monde s'enflamme pour qu'on applique
des plans de trade qui sont associés à ces cycles de marché qui sont des gros mouvements en climax ou en hyper climax run pour pouvoir voilà, engranger des trades avec des grosses espérances de gain. Tant que les marchés ne sont pas dans ce type de situation, on n'a pas grand chose à faire et on reste cash. Donc vous voyez, l'analyse technique est un outil qui peut être un outil que l'on associe voilà, à des valeurs qui fondamentalement peuvent être bonnes comme Facebook, Amazon et tout petit, ou tout simplement eh bien, des situations de cycle de marché où on a tellement d'irrationalité où on va appliquer l'outil analyse technique comme une machine à engranger des profits. Mais l'analyse technique en soi ne permet pas, de mon point de vue en tout cas, de se suffire à elle-même pour pouvoir être un trader gagnant, un spéculateur gagnant et rentable. Il faut quelque chose de plus à l'analyse technique. L'analyse technique n'est qu'un outil. C'est comme un marteau. Le marteau ne va pas vous permettre de tuer des gens ou de construire des maisons. Il faut que vous ayez un plan derrière. Si vous voulez construire une maison, il vous faut un bon architecte, un bon terrain, il faut plein de choses. Le marteau n'est pas suffisant en lui-même. L'analyse technique n'est pas un outil suffisant en soi. Alors du coup j'en profite pour faire un petit détour sur l'action Amazon. Alors je vais vous passer Amazon non pas en logarithmique mais en normal parce que sinon on n'arrive pas à voir avec les bandes de Bollinger. Échelle linéaire, voilà. Donc trimestriel, Amazon, vous voyez qu'en trimestriel, elle a vécu un bull market qui était absolument magnifique. Comme tout bull market, à un moment donné, il faut que ça corrige, que ça stabilise, que les valorisations à travers le temps. Donc, typiquement, une valorisation, c'est simplement, vous voyez, l'action Amazon devrait stabiliser dans un espèce d'énorme range. Les profits d'Amazon, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent. Ils devraient continuer à monter à travers le temps. Comme ça. C'est simplement là ce qui se passe, c'est que la valorisation, donc le multiple de ces profits d'Amazon, lui, il a continué à monter pendant toute cette phase de bull market. Du coup, les multiples sont devenus... voilà, les actionnaires se sont mis à payer de plus en plus cher l'action Amazon en se disant, bon voilà, elle continue à monter ses profits, on est très optimiste, etc., etc. Ça ne veut pas du tout dire, la correction de marché à laquelle on est en train d'assister, ça ne veut pas du tout dire que les profits vont s'écrouler. Très probablement, les profits vont continuer à monter dans le temps. C'est simplement que les valorisations, les multiples de ces profits vont être beaucoup plus décents et normés à travers le temps. Donc l'action, si tout simplement elle stabilise son prix autour de ces niveaux-là au cours des prochains trimestres ou des prochaines années, alors même que les profits continuent à augmenter, eh bien les multiples de valorisation devraient retrouver des niveaux normaux. Donc ça ne veut pas dire, quand vous voyez une action qui chute alors même que ses profits continuent à augmenter dans le temps, ça ne veut pas dire que voilà, c'est un drame, ça veut simplement dire que eh bien, la bourse, les marchés financiers, les opérateurs sont tout simplement en train de se dire ok, on va un petit peu se calmer sur les niveaux de valo, c'est monté trop haut, trop loin, trop fort, ça ne va pas durer à travers le temps parce qu'on rentre dans un cycle économique où ça va être plus compliqué et on va être moins optimiste. Donc voilà, typiquement, l'action Amazon, de mon point de vue, en trimestriel, bande de Bollinger inférieure, c'est l'objectif. Donc on peut descendre voilà, encore de moins 30% assez facilement sur cette action si on a, si on a une décharge, un mouvement de panique. Mais après, voilà, on devrait, de mon point de vue, stabiliser sur des niveaux, sur voilà, un consensus de marché. On verra comment ça se dessine, mais de mon point de vue, c'est un énorme triangle de plusieurs trimestres, voire de plusieurs années, qui devrait se dessiner sur l'action Amazon avant qu'un nouveau bull market puisse se mettre en place. Donc l'action Apple, vous le voyez, est celle qui, parmi les grosses valeurs tech qui sont suivies par la plupart des investisseurs du monde entier, est celle qui a le moins corrigé. Elle se maintient encore sur des niveaux très hauts. Elle est toujours dans un cycle de bull market. Elle a fait du moins 30%, alors que voilà, Meta s'est pris une bonne correction de moins 75%. C'est l'action chérie pépite de Berkshire Hathaway, donc Warren Buffett. Pour la petite histoire, c'était même pas lui qui avait initié la première ligne de Apple, c'était son comité d'investissement. Et par la suite, il était OK pour renforcer la position parce qu'il a revu
son interprétation du modèle économique de la boîte. Donc vous voyez qu'en trimestriel, celle-ci est toujours en bull market. On n'est pas du tout... Il faudrait que, pour se dire on rentre dans un range market, il faudrait que la bande de Bollinger supérieure là, commence à partir comme ça et qu'on se retrouve dans, voilà, un scénario où ça stabilise et où on est, voilà, des fluctuations avec un consensus de marché comme ceci. Vous voyez que là, on est sur des unités de temps qui sont extrêmement longues, hein. On est sur du trimestriel. Là, pour le moment, ce scénario, il n'est pas du tout... c'est pas celui qu'on privilégie, hein. Pourquoi? Parce que la dynamique reste toujours à la hausse. Alors, je sais que cette dynamique est vraiment... elle repose sur pas, sur pas grand-chose au vu de la psychologie des foules. On le voit, hein, toutes les valeurs tech sont en train de vraiment corriger, se prendre des bonnes fessées. Donc la dynamique de hausse qu'on voit actuellement, là, sur cette action, on pourrait se dire, voilà, c'est ça. Pour le moment, le scénario privilégié, c'est celui-ci, hein. Les cours stabilisent, continuent leur bull market, et la dynamique des bandes de Bollinger, celle-ci en trimestriel. Mais vu ce qu'il est en train de se passer sur les valeurs technologiques, je suis pas sûr que ça dure longtemps encore. Donc affaire à suivre. En tout cas, Apple est la seule valeur technologique où on est encore en mode bull market sur le très long terme. Alors qu'on l'a vu sur les deux actions précédentes, ce n'est pas le cas. Bon, je vais pas vous faire l'analyse de toutes les valeurs technologiques, hein, parce que c'est une vidéo qui va durer trop longtemps, mais vous comprenez un petit peu l'analyse des différentes unités de temps. Quand on a un mouvement de contagion qui part sur une petite unité de temps, il faut aller regarder sur la grosse unité de temps pour voir si ça remet en question ou pas le cycle économique, la grosse vision à moyen long terme sur l'action. Avant de nous quitter, ce mois-ci, je vais vous faire une grande annonce. Ça va se passer en privé, je ne le ferai pas sur YouTube, je vais le faire en privé. Ce sera dans mes emails privés. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, le lien est en description et vous allez voir, ça va être une grande nouveauté. Ça va être notamment un gros cadeau pour tous ceux qui me suivent depuis pas mal d'années. Donc on est le quoi? On est le 5 novembre. Je pense que d'ici une dizaine de jours, je vous annoncerai ce truc-là, mais en privé. Donc si vous n'êtes pas inscrit dans la mailing list, vous ne saurez pas de quoi je parle et vous ne pourrez pas en bénéficier. Donc voilà, le lien est en description.